Caroline Lamarche, bonjour. Vous avez publié à ce jour 5 romans, un recueil de nouvelles, des poèmes. Vous avez aussi fait beaucoup de fiction pour la radio. Votre dernier roman vient de sortir, Carnet d'une soumise de province. Est-ce que vous avez des souvenirs précis de la genèse de cette écriture? Parce que en réalité, finalement, vous avez commencé à publier de manière assez tardive. Il y avait une écriture qui était déjà en gestation. En gestation, certainement. Mais pas de manière explicite. Pour moi, c'était seulement un travail sur les rêves. Pendant des années, j'ai noté mes rêves et je me suis efforcée de les rendre lisibles pour moi-même, en fait. Et ça a été, je crois, mon apprentissage. Et puis ensuite, je souffrais beaucoup d'insomnie et des vers me sont venus pendant la nuit. Et ça a formé des poèmes et ça a commencé comme ça. Il y a aussi eu des nouvelles qui ont juste suivi. Vous avez... Oui. Oui, alors, les nouvelles... Enfin, c'est un peu comme un sportif qui s'entraîne chaque fois sur de plus longues distances. Mais c'est pas vraiment ça en même temps, parce que le poème, c'est quelque chose de très particulier, c'est une infraction, et c'est quelque chose de très violent. Et j'ai senti que je ne pourrais pas écrire toujours comme ça, en attendant l'inspiration. Et donc, j'ai commencé à raconter des histoires et à me donner une forme de discipline. Et je dois dire que ça a été un apaisement et puis ça a été efficace dans mon travail. Vous avez parlé des rêves comme un peu moteur de l'écriture à son origine. Et je vous cite ici, je cite plutôt Peter Jacobsen que vous citez vous-même en exergue de votre dernier roman. La vie ne tient pas compte des rêves, il n'y a pas un seul obstacle réel dont il puisse triompher. Je ne sais pas si je dirais ça encore aujourd'hui, puisque j'ai réalisé mon rêve qui est de devenir écrivain. Donc la vie tient compte des rêves. Mais en même temps, je continue à le penser. C'est que nous avons des rêves beaucoup plus grands que ce que la vie nous permet de réaliser. Et toute la beauté et la difficulté d'un travail d'écriture, et même d'un travail de vie, je veux dire d'être simplement vivant, c'est précisément avec un rêve, avec ce qui nous habite, de parvenir à rapiécer, à mettre les choses ensemble, à construire. Moi, ça me fait penser à une très belle œuvre que j'ai vue au musée d'art brut de Lausanne, qui avait été faite justement par une personne qui souffrait de schizophrénie, je pense. Et c'était une robe de mariée faite de pièces et de morceaux multicolores. J'en parle dans mon dernier livre. Et ça m'a beaucoup touchée. C'était une œuvre d'art absolument superbe, mais qui était faite de petits morceaux de tissu récoltés au fil des années, cousus ensemble. Et la vie et l'art, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est à partir du rêve, à partir de ce que la vie nous donne, faire avec ça une œuvre d'art. Alors, parlons maintenant un peu des thèmes de votre œuvre. Est-ce que vous avez l'impression, en y jetant comme ça un regard rétrospectif, qu'il y aurait une sorte de fil rouge, une sorte de fil conducteur qui pourrait guider le lecteur dans votre œuvre? Je pense qu'il y en a certainement plusieurs. Il y a le rêve, comme on a dit. Il y a le rapport à l'animal, au devenir animal. Oui, il y a deux bouquins qui portent le titre d'un animal, L'ours, le jour du chien. L'ours, le jour du chien. Et dans mon dernier livre, il y a une femme qui se prénomme la renarde. Oui. Et donc, certainement, le rapport à la vie animale en soi, à l'animalité, au silence, donc, puisque les animaux n'expriment pas leurs émotions comme nous. Et le rapport entre l'homme et la femme, entre une tension entre deux hommes, ça revient de livre en livre, je crois. Aussi le rapport à la mort, à la mélancolie, et puis une dérision, un humour qui est là, présent dès mes premiers écrits, je crois, mais que les critiques ne voient pas toujours. Et qui est présent dans un titre comme celui du dernier livre, Carnet d'une soumise de province. Pour moi, c'est un titre évidemment ironique. Ce dernier livre renvoie un peu au premier, celui qui était paru chez l'éditeur Spengler avant d'être édité aux éditions de Minuit, La nuit et l'après-midi. Il fait, je crois, un peu écho à ce livre, mais il parle quand même d'être limite et d'un rapport amoureux qui est un rapport de violence, un rapport sadomasochiste. Alors, justement, ce thème de l'amour comme lieu de violence me semble aussi être un thème qu'on retrouve dans vos livres.
Oui, mais je dirais d'une violence positive. Je pense personnellement avoir une grande violence intérieure et que l'amour et l'écriture, parce que finalement c'est très proche, ce sont les lieux où cette violence peut s'exprimer sans danger. On pourrait parler de thérapie aussi. Je veux dire, il y a des lieux, et ils ne sont pas très nombreux, où une violence intérieure, où le rapport à la mélancolie, à la mort, et donc à la vie, et donc à la joie, parce que tout ça se tient, peut s'exprimer sans entrave, presque sans limite, dans une sorte de sécurité. Et l'amour, pour moi, est un de ces lieux, parce que c'est un lieu de confiance. L'écriture n'est pas un lieu de confiance, c'est un lieu fragile. Mais l'amour est un lieu de confiance. Même dans des rapports où sont en jeu la domination, la soumission. Oui, parce qu'il y a des règles, précisément. Et le monde est fait de relations de domination-soumission partout, au travail, dans les rapports entre parents-enfants. Et tout ça est larvé, et tout ça est souvent très pervers. Tandis que dans une relation ouvertement sadomasochiste ou de domination-soumission, il y a des règles. On peut dire stop. Il y a un jeu, il y a une mise en scène, presque carnavalesque à certains moments. Il y a du théâtre, un jeu. Et donc, oui. Mais aussi la mort, quand même, qui est toujours là en point de mire, même dans le théâtre. Hein. Le théâtre est un art qui est né du masque et donc du rapport à la mort. Et dans l'amour, et a fortiori dans l'amour sadomasochiste, il y a quand même cette référence à la mort. Oui, mais on vit aussi aujourd'hui. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Faire naufrage », au départ du naufrage du pétrolier le Prestige. Et c'est évident que le fond sur lequel nous nous déplaçons aujourd'hui, c'est un fond noir. Mais justement, faire naufrage, faire c'est un verbe d'action. Alors, je pense que cette mélancolie qui est inhérente à ce que le monde devient aujourd'hui, à l'accroissement des inégalités aussi, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas la nier, je l'ai fait tant d'années, il faut en faire quelque chose. Et moi j'en fais quelque chose. Et je mets en scène des rapports de pouvoir, certainement. Mais dans l'amour, ce qui est frappant, c'est que chez vous, c'est toujours lié aussi à une certaine maîtrise, comme ça. Je vous cite ici, « Tenir le désir à distance, comme un chien dressé, pour être à nouveau vivante, forte, d'une froideur efficace. » Comme si aimer, c'était rester justement dans la distance. Mais d'abord, il y a le terme de froideur qui revient de livre en livre. Et donc, c'est une réalité que j'ai absorbée, je dirais, avec mon enfance, mon éducation, ma formation. Et cette mise à distance, moi, je la pense très importante, parce qu'elle renourrit le sentiment amoureux, comme elle renourrit l'écriture, d'ailleurs. Et cette notion de distance est pour moi fondatrice de la structure d'une personnalité. Elle peut être destructrice, mais la fusion est destructrice aussi. Alors entre les deux extrêmes, entre la fusion et la distance, je choisis les deux. Je passe de l'un à l'autre. Mais je parle en effet beaucoup de distance et de froideur. Ça traverse un peu tous mes livres. Oui, le symbole un peu de cette distance, c'est le thème de la chasteté qui est celui de l'ours. Il y a cette citation qui le résume un peu. « Voilà pourquoi il nous faut rester chaste, pour que les mots recouvrent tout le terrain du corps, pour qu'il n'y ait plus de corps que le texte, immense moulin brassant ma vie dans toutes les directions. » Oui, alors ce domaine de chasteté que je désigne, c'est le domaine de la distance. C'est ne jamais aller au bout de quelque chose, ne jamais l'épuiser, pour qu'il y ait toujours ce lieu où les mots puissent combler le vide. Et je dirais que de toute façon, si loin qu'on aille dans un sentiment, il y a toujours ce vide, il y a toujours cette imperfection, il y a toujours ce désir de l'autre qui n'est jamais comblé, et ça nous vient de notre petite enfance, même peut-être avant. Et c'est dans ce vide-là que s'inscrivent les mots qui permettent d'opérer la soudure, de faire le lien, de rester entier, finalement. Mais le fait qu'il s'agisse d'un prêtre qui constitue l'objet de cet amour chaste, entre guillemets, n'est peut-être pas indifférent non plus, parce que j'ai un peu l'impression que ça recouvre l'idée du rapport entre l'amour et le sacrifice, entre l'amour et le sacré. Il y a quelque chose là qui va de pair dans vos textes. Oui, alors on retrouve un autre fil, oui. Le sacré, puisque certainement dans tous mes livres, l'amour est inséparable d'une dimension
Je dirais, oui, d'une dimension sacrée, d'une dimension poétique. Moi, j'aime mieux ce mot, puisque je suis poète au départ, et que la poésie recouvre tout. Alors, le prêtre reste l'image du sacré, l'était en tout cas. Elle est mise à mal aujourd'hui, et ça m'intéresse toujours dans mes livres de prendre des personnages qui ont une fragilité liée à l'époque. Donc il y a aussi, malgré tout, un regard, je dirais, sociologique, même si ce n'est pas le propos de mes livres, mais il y a quand même une observation du monde tel qu'il est et de certaines catégories de personnes qui peuvent nous renvoyer un écho. Qui peuvent des êtres limites, en général, sont toujours des êtres limites. Au bord du suicide ou... Au bord de la chasteté. Au bord de la chasteté. Oui. Mais c'est dangereux tout ça, il faut faire attention. Mais sacré, c'est quand même aussi sacrifice. Hein. Il y a quand même l'idée de l'amour qui serait liée au sacrifice. Par exemple, à un moment donné, quelqu'un dit, je crois que c'est dans Alexis, dans Les Lettres du Pays Froid, qui dit l'amour est nocif. Donc il y a quelque chose là quand même de très... Non, mais là, le personnage en question est un suicidaire. Oui. Alors, c'est quelqu'un qui est d'une vulnérabilité extrême et que l'amour met en danger. Précisément parce qu'il a un rapport fusionnel aux êtres. Donc, s'il se rapproche trop, il est comme mangé par l'autre. Alors, dans ce cas, l'amour est nocif. Mais je le mets dans la bouche d'un de mes personnages, qui est peut-être une facette de moi-même, mais pas uniquement. Pas uniquement. Non, je pense tout le contraire. Alors... Et quant à la notion de sacrifice, c'est quelque chose que je récuse, parce que l'écriture, pour moi, est un plaisir. Je veux dire, c'est la seule chose que j'ai l'impression de faire avec passion, avec joie. Et oui, bon. Donc, c'est pas un sacrifice pour moi, pas du tout. Mais on peut quand même pas, disons, mettre en parenthèse, quand on lit vos livres, d'un univers quand même très noir, malgré l'humour qui parfois s'en dégage comme des taches de couleur. On se dit qu'il y a là une vision du monde qui est extrêmement sombre. Je vous cite encore c'est Le Jour du chien. « Nous évoluions sur un fond si noir que la vie ne nous laissait que le choix des couleurs. » Il y a les couleurs, justement. Oui. Le fond noir, il est là. C'est le thème même de la pièce Faire naufrage aussi. C'est que ce fond que symbolise très bien le fioul échappé du navire, c'est vraiment le fond sur lequel on se déplace aujourd'hui. Je veux dire, on ne sait pas si dans 30 ans, on sera encore sur Terre. Je veux dire, bon. Mais ça ne nous laisse que le choix des couleurs. Ça veut dire qu'il y a des aides symboliques puissantes. Il y a eu le rêve dans mon cas. Il y a tout ce que j'observe, rien qu'en me promenant dans la rue. Ça m'est encore arrivé hier. Des choses extrêmement colorées, extrêmement émouvantes. Des gens, partout, des gens que je trouve extraordinaires. Voilà, bon. Je n'ai que le choix des couleurs. Et j'assume le noir, mais j'assume les couleurs aussi. Et c'est ça qui me permet de conserver la tension entre les deux. De tenir, tout simplement. De faire de la beauté. Bon, c'est ça le choix des couleurs, c'est faire de la beauté aussi. C'est qui est tiré de l'ours. Il faut écrire comme on plante sa lame dans un corps détesté, avec une détermination telle que le sang nous épargne. Je vais la redire parce que je l'aime beaucoup cette phrase. Il faut écrire avec une détermination telle... Non, c'est pas ça. Il faut écrire... Non, il faut écrire comme on plante sa lame. Attends, je vais le dire. Il faut écrire comme on plante sa lame dans un corps détesté, avec une détermination telle que le sang vous épargne. Alors, c'est peut-être la meilleure définition de l'écriture pour moi, parce que ces envies de violence ou de meurtre qui nous habitent tous, allez, il faut le reconnaître, hein, eh bien, l'écriture permet... On plante sa lame dans un corps détesté, mais on ne répand pas le sang. Pour moi, c'est le remède à toutes les violences. Comment dire ? Les philosophies non violentes m'ont toujours laissé un peu... Non, pas exaspéré. Je trouve ça admirable, mais pour moi-même, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que nous sommes tous faits de violence autant que de bonnes intentions et d'amour. Et donc, il faut faire quelque chose avec ça. Et quand j'écris, cette violence-là, elle ne répand pas de sang. Elle se transforme en énergie, elle se transforme en texte, en phrases, en rythme, en mots.
Et voilà, c'est comme une lame de couteau. C'est très efficace. Ça peut être comme un scalpel aussi.